En Côte d'Ivoire, la loi fixe l'âge minimum du mariage à 18 ans. Et pourtant, les unions forcées et précoces, elles, continuent d'exister. Selon une enquête de l'UNICEF datant de 2016, eh bien dans l'Ouest ivoirien, 58% de filles âgées de moins de 15 ans étaient déjà mariées, suivi d'un taux de 53% dans le Sud-Ouest et de 52% dans le Nord-Ouest. Alors, quelles sont en réalité les causes de ce phénomène? Et puis, quelles conséquences, surtout pour les jeunes filles concernées? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans le détail dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout, ne bougez pas, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et surtout 100% franc-parler. Bonjour les filles, comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? J'adore tes cheveux aujourd'hui. Franchement. C'est vrai, ça change. Il y a un symbole derrière. Non? Exactement. Exactement. En fait, aujourd'hui, on a un sujet très important. Oui. C'est le mariage des forcés et surtout les petites filles. Okay. Et on sait en Afrique que les petites filles, elles ont ces tresses-là. Ce sont les petites tresses et des tresses des filles. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour dénoncer. Je me mets à la place d'une petite fille. Et le maquillage, ça veut dire que petite fille qui est obligée de se comporter comme une adulte. Donc c'est vraiment ces deux choses-là qui m'ont poussée à avoir cette coiffure. Je sais que vous allez peut-être vous... C'est fort. Peut-être que c'est pas joli, mais c'est pas grave. Non, c'est joli. En vrai, c'est joli. On a l'habitude de te voir souvent avec des mèches, etc. Et je suis sûre que les gens se disent, mais tout le temps, elle n'a pas les cheveux naturels et tout. Mais là, c'est bien de montrer que, justement, on est belle, on a de beaux cheveux. Et en plus, pour une bonne cause. Alors, ça dégage bien ton visage, au fait. Donc, moi, c'est ça. Ah, merci beaucoup. J'aime beaucoup le symbole, comme tu dis. L'idée voilà, c'était surtout ça, l'idée derrière. Mais après, bon, quand tu es jolie, tu es jolie. Hein, Alors, aujourd'hui, on parle du mariage forcé. Et avant, j'aimerais lire l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que c'est super important. J'ai l'impression que les gens ne le savent pas. On dit « Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. » Mais malheureusement, depuis Mathusalem, certains parents obligent leurs filles à se marier et c'est partout dans le monde, malheureusement. Partout. Absolument. Ouais, c'est partout. C'est grave. Hein. En France, j'ai vu les statistiques en France, en Belgique, aux États-Unis, partout. On force les gens à se marier. Ouais, en Asie. Alors, je ne sais pas, comment est-ce que vous voyez le mariage forcé? Déjà, comme tu l'as dit, c'est une coutume qui est très ancienne et qui est très répandue. Et maintenant, quand on parle de nos contextes spécifiques ici, c'est encore plus répandu, disons, dans le Nord. Et je pense que ça vient de certaines coutumes aussi, mais c'est cette assurance-là que certains parents veulent pour leurs enfants qui les pousse souvent à avoir ces pratiques-là. Mais c'est sans compter les risques pour les filles, ces petites filles, comme on le dit. C'est sans compter aussi tous les problèmes qui ont su, parce que le mariage est non seulement forcé, et après, cette identité-là même qui est propre à la fille de pouvoir prendre ses décisions, ou bien même à l'homme, a été complètement enlevée. Ouais. Et donc, ça peut créer beaucoup d'autres soucis, moi, je trouve. Sûr. Ouais. Non, entièrement d'accord avec toi. Je trouve cela déplorable de manière générale que déjà même à 15 ans, 16 ans, marier une fille de force, c'est très, très compliqué. Mais imaginons une petite fille de 11 ans, 12 ans qu'on marie, qui n'a pas encore eu le temps de se développer, qui avait peut-être un avenir, qui avait envie de faire des choses et qu'on oblige à épouser souvent. Et en plus, le pire, ce sont des hommes qui ont quel âge? Des hommes de 40, des hommes de 40, 50 ans, 60 ans. Il est temps qu'en 2021, les choses changent, les choses évoluent. Et j'espère à travers cette émission qu'on puisse trouver des solutions pour faire bouger les choses. En tout cas, c'est le but. Ouais, et je pense qu'il y a un réel point qu'il faut soulever, c'est le manque de sensibilisation. Enfin, elle existe la sensibilisation, mais c'est vrai que... Et c'est pour ça que c'est bien que tu aies rappelé cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut que les gens connaissent leurs droits. Il faut que les adultes connaissent les droits des filles et des enfants qu'ils ont. Et alors, bien sûr, tu mets quelqu'un au monde, c'est sûr, tu as de l'autorité sur cette personne-là, mais c'est aussi un être humain, c'est un individu qui devrait pouvoir jouir des mêmes droits que tout autre individu. Et du fait de ta naissance dans un concombre particulier, peut-être dans une zone reculée, ça ne devrait pas t'empêcher d'avoir effectivement un avenir. Et surtout, en plus, sans compter le fait qu'il y a énormément de crimes, même de choses qui sont produites
à l'égard de ces jeunes filles, souvent mariage, à l'intérieur de ce mariage-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des violences domestiques, il peut y avoir des violences psychologiques, c'est du viol. C'est de la pédophilie, je suis désolée, il y a plein de choses. L'action même du mariage est un crime, parce que la plupart du temps, pour tous ceux qui le font en dessous de 18 ans, c'est un crime. Et après, maintenant, depuis 2013, comme tu l'as dit, c'est considéré un droit, une violation de droits des hommes, de marier, forcer. Je pense que c'est une question d'entendement. C'est ce qui fait que depuis là, ce n'est pas encore éradiqué. Parce que les gens pensent que quand ils mettent des enfants au monde, ils ont le droit. Ils pensent connaître ce qui est bien pour l'enfant. Donc, ils se disent que si moi, je choisis lui là pour toi, c'est ce qui est bien. Et que si tu es seul, tu vas aller choisir n'importe qui. Mais on ne se rend pas compte que ça peut détruire carrément toute une vie, quoi. Parce que souvent, ça finit en meurtre, souvent, ça finit en crime. Les filles, là, elles tuent les gars et puis elles fuient. Ou bien le gars, il a trop abusé d'elle et puis la fille, elle meurt. Donc, on a posé la question, comme tous les jours, à nos chers téléspectateurs. Mais aujourd'hui, on vous a posé la question, comment vous entendez le mariage forcé? On écoute certaines réponses. Un mariage forcé, comme nous les ouvriers aujourd'hui, quand tu vas sur le terrain, mais les filles qui vendent des arachides, des oranges sur le terrain, puis tu n'as pas dragué avant. Dès que tu as pris un peu d'argent pour les blaguer, elle a accepté. Mais elle a fait pour lui pour gagner son jeton, et puis elle est partie. Ça, on appelle ça mariage forcé. C'est qu'elle n'est pas acceptée normal à cause de l'argent, elle était livrée rapidement. Sinon, c'est ça que je vois que c'est mariage forcé. Pour moi, un mariage forcé, c'est un mariage qui se fait sans le consentement de l'un des conjoints. Pour moi, le mariage forcé, c'est le fait de donner en mariage une fille sans son consentement. Et elle doit être d'accord pour le mariage, en fait. Bon, un mariage forcé, c'est un mariage qu'on t'oblige à faire alors que tu n'es pas pour. Bon. Voilà, donc finalement, je pense que tout le monde comprend très bien ce que c'est que mariage forcé. Tout le monde comprend, mais après, je pense que avec cette émission, on va pouvoir vraiment définir les choses, que même dans le consentement, il y a des niveaux de définition que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire qu'on peut, même les mariages arrangés, dans une certaine mesure, peuvent être un peu des mariages forcés. Parce que tu mets la pression, et voilà quoi. Et le consentement, c'est un mot très important parce qu'il faut le consentement des deux personnes qui sont impliquées. Là, il a dit le consentement d'une personne. J'ai dit, il faut que les deux soient d'accord pour que ce soit... Bon, les filles, on va accueillir nos invités en plateau et on va en parler dans le détail avec nos deux spécialistes aujourd'hui. Il s'agit de Marie-Paule Ocry, qui est donc chargée des affaires sociales de la Ligue, donc la Ligue des droits des femmes en Côte d'Ivoire, et puis Irad Bazaleh, présidente de l'ONG Femmes en Action. Bonjour à toutes les deux. Mesdames. Bonjour. Vous êtes des connus de l'émission. On vous aime, on vous connaît, parce que vous êtes des femmes fortes, vous dites les choses bien. Nous-mêmes, on vous aime aussi, et puis ça nous fait plaisir chaque fois d'être là. Oui, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler du mariage forcé. C'est votre domaine, vous connaissez un peu, vous sensibilisez. Mais avant, on va regarder un reportage et on ouvre le débat juste après. On regarde. Marier une personne contre sa volonté, une réalité encore persistante. Des unions forcées organisées par des familles qui ne respectent pas, voire ne se soucient pas du défaut de consentement de leur enfant. L'article 378 du Code pénal ivoirien punit d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 360 000 à 1 million de francs CFA quiconque contraint une personne mineure de 18 ans à entrer dans une union matrimoniale de nature coutumière ou religieuse. En dépit de cette loi, une enquête du Fonds des Nations Unies pour l'enfance révèle qu'en 2016, dans l'Ouest ivoirien, 58% de filles de moins de 15 ans ont été mariées, suivies du Sud-Ouest dont le taux est de 53% et du Nord-Ouest avec 52%. En 2014, à Bouaké, s'est tenu le premier procès pour mariage forcé. Le père de famille, jugé dans le cadre de ce procès, avait tenté de marier sa fille de 11 ans à un cousin. Il avait été condamné à 1 an de prison et à une amende de 360 000 francs CFA. Les jeunes filles qui tentent de s'échapper sont très souvent confrontées à une rupture familiale, à des risques physiques, psychiques et des traumatismes engendrés par une activité sexuelle précoce et non désirée, à une grossesse précoce, aux infections de l'appareil génital et au VIH. La pratique du mariage forcé est encore très répandue dans des groupes ethniques comme les Malinqués. Selon la tradition, une jeune fille n'est pas en droit de refuser d'épouser l'homme que ses parents lui ont choisi. La pauvreté demeure l'une des principales causes de ces unions. Le mariage permet aux parents d'avoir une bouche en moins à nourrir, de s'enrichir et de créer des alliances stratégiques avec une autre famille. Chaque année, plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans.
Bon, alors je pense qu'il est important de faire la différence entre le mariage forcé et le mariage arrangé. Parce que le mariage arrangé, même si les parents choisissent le conjoint, ils sont très impliqués dans l'arrangement du mariage et tout, mais les conjoints peuvent décider. Ils peuvent dire non, je ne veux pas. Et ça, en tout cas, c'est ce qui est partout. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Tu peux dire non, je refuse. Mais le mariage forcé, tu n'as pas le droit de refuser. Et pire, si tu refuses, tu peux avoir de graves conséquences. On peut te bannir, voilà, on te refuse carrément. C'est bon, j'ai la bonne définition? Moi, je dirais non, quelque part. Voilà, je dirais non, parce que tant que ça concerne la jeune fille, chez moi, il n'y a pas de mariage arrangé. Tant que c'est une enfance, il n'y a pas de mariage arrangé. Non, ce n'est pas une enfance, forcément. C'est juste que deux personnes, je vais juste sur la base de deux personnes que des parents choisissent d'unir parce que, par exemple, la fille peut avoir 20 ans ou 21 ans. Parce que, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, ils choisissent d'unir ces personnes-là et que les deux personnes sont d'accord. D'accord. Mais les parents jouent un rôle important. Oui, ça c'est tout à fait normal. Voilà. Ça se fait. Même aujourd'hui, exactement, ça se fait. Voilà. J'ai vu même des connaissances, parce que c'est la famille, se connaissent depuis longtemps. C'est ça. Ils veulent vraiment garder tous ces liens. Ils peuvent faire un mariage arrangé. Mais ça, c'est Pourvu pas que... Voilà, c'est ça, forcé. exactement. Parce que la fille a été préparée, l'homme aussi a été préparé. Ils se sont apprêtés dans l'esprit, peut-être pendant 1 an, 2 ans. Ils se préparent pour ça, chacun de son côté. Bon, paf, quand le moment arrive, ils sont d'accord, ils s'en vont. Là, c'est arrangé. D'accord. Et là, aujourd'hui, forcé, c'est surtout sur les filles mineures, on va dire, Oui, mineures, le et véritable problème, les c'est filles forcées qui ne peuvent même pas refuser, quoi. Généralement, elles voient le mari même le premier jour du mariage. Non, oui, ce qu'on va faire, c'est vraiment commencer par ça, définir vraiment le mariage forcé. Alors, si vous deviez donner une définition, toutes les deux, comment vous le... Et surtout, une définition pour le contexte ivoirien en particulier. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, comme elle l'a dit, le mariage forcé, déjà, quand on attend le mot forcé, ça veut dire que la personne ne veut pas. Terre à terre. Il n'est pas d'accord, il n'est pas consentant, il ne sait même pas, on vient lui tomber dessus. C'est ça. Ça, c'est ce qui est vraiment forcé. Et comme le mariage est arrangé, voilà, c'est quelque chose qui se prépare. Elle peut être à long terme, ou bien à court terme, n'empêche que la personne est d'accord. Elle donne son point de vue, et puis voilà, ça marche et on peut faire ça. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on observe le plus comme cas de figure le mariage forcé. Le mariage forcé. Avec les statistiques. Ouais. Mais est-ce que c'est plus le mariage forcé, pardon, est-ce que c'est plus une question de culture ou une question de religion, à votre avis? C'est surtout une question de culture, c'est ce qu'on s'est dit, question de culture, de pauvreté, surtout. De pauvreté. Surtout de pauvreté. C'est la pauvreté qui fait. Faut marier son enfant forcé. Alors moi je pense que c'est peut-être en Afrique qu'il y a la pauvreté, parce que le mariage forcé se fait partout dans le monde. Dans ces pays-là, ce n'est pas forcément la pauvreté. C'est juste que les parents se disent qu'ils ont le droit de choisir. Vous vouliez dire quelque chose? OK. Le mariage forcé, ce n'est pas une question de statut social. Ouais. C'est une question de j'ai le droit sur la fille, sur la vie des filles. La femme doit forcément se marier, parce qu'une femme célibataire n'est pas bien vue. La femme est vue comme un être incomplet à qui il faut greffer une autre personne ou bien il faut aller la greffer sur une autre personne. Voilà, c'est juste la perception de la femme même qui favorise le mariage forcé. Rien à voir avec le statut social et aussi un peu de coutume. Voilà. Je pourrais aussi ajouter par rapport à son point de vue. Vous voyez, chacun voit le mariage forcé, il peut l'interpréter comme il veut par rapport à ce qu'elle a ajouté. Mais nous, on met aussi le côté de l'éducation dedans. Voilà, le côté éducation pousse aujourd'hui les personnes à faire des mariages forcés par rapport à leurs filles. Parce qu'ils se disent quoi, j'ai quel intérêt à scolariser ma fille un peu plus loin, parce que je sais que elle est décidée à aller se marier avec un voilà, elle est décidée à aller se marier. Donc, je ne vais pas donc m'attarder à la scolariser. En réalité aussi, le mariage forcé, c'est justement parce qu'on est pauvre dans la famille. Quand on n'a pas les moyens et qu'on s'est dit, comme elle a dit, que la vie de ma fille, je la détiens, c'est moi qui donne mon point de vue, mais je décide
à quel moment elle va devoir donc se marier. Donc forcément, je vais pouvoir faire ça. Mais c'est pas forcément quand on est pauvre. Je pense qu'il y a un phénomène d'ascension économique. Et je reviens sur le point que, par exemple, c'est pas forcément une famille pauvre, mais la plupart du temps, si la famille dans laquelle on veut marier la jeune fille est beaucoup plus riche, et donc il y a certains avantages qui viennent avec ce mariage-là. Et la plupart du temps, effectivement, c'est les parents qui bénéficient de ce mariage-là, bien sûr, plus que la jeune fille. Donc le contexte économique n'est pas oublié. Et j'aimerais aussi dire que l'éducation aussi est importante, parce que le plus la jeune fille est scolarisée, elle a quand même des ressources qui lui permettent de s'échapper ou de trouver des moyens en dehors. Donc le niveau d'éducation non seulement des parents et de la jeune fille, mais le contexte économique est très, très important. Alors, tout à l'heure, Aurélie a posé une question qui est une question relative aux causes. Et elle a demandé si ça avait quand même quelque chose à voir avec la culture. Alors, effectivement, on peut dire qu'il y a d'autres tenants et d'autres causes. Ceci dit, en Côte d'Ivoire, on observe que, que ce phénomène est prévalent, surtout dans l'ouest du pays, le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. Donc, est-ce que c'est lié, finalement, à la religion, en fin de compte, à certains groupes ethniques qui sont... En fait, moi, je dirais... pour être une chrétienne, pour être quand même avoir un homme musulman, ce n'est écrit nulle part. Bien sûr. Oui. Ce n'est écrit nulle part, ni dans la Bible, ni dans le Coran, qu'il faut marier sa fille de façon précoce. Non, c'est écrit nulle part. C'est nous-mêmes. Voilà, c'est notre coutume. En fait, on s'est dit quoi? Ma fille doit pouvoir faire mon honneur. Donc, c'est ce qu'on s'imagine. Elle doit faire mon honneur. Donc, si à 12 ans, 13 ans, je la marie, là c'est bon. Elle est bien calée quelque part, personne ne la connaît, elle n'a pas mené une vie de débauche. Ceux qui savent déjà, qui prédisent déjà que la fille aura une vie de débauche, donc eux-mêmes ils prédisent, ils ne vont même pas dire non qu'elle va évoluer quelque part, non. Donc c'est tout ça qu'on se met dans la tête. Et puis voilà, on met ça sur le cas de la coutume. Sinon, il n'y a pas de tradition qui le fait. Pourquoi c'est forcément au nord du pays qu'on fait ou bien à l'ouest du pays qu'on fait, puis on ne le fait pas à l'est. On ne le fait pas au sud. Ouais. Voilà. Dans le reportage, il a été dit qu'il y avait eu un procès à Bouaké contre quelqu'un qui a essayé de marier sa fille. C'est un cas unique, apparemment, isolé, où ça commence à venir. Parce que moi, je n'ai jamais entendu... Si, il y en a. Bon, il y a des procès lorsque la fille finit par tuer. Voilà. On a l'histoire de... J'espère ne pas me tromper sur le nom, Fonta Diallo avec Constance Yahi. Oui. La petite a fini par tuer son mari entre griffes. Et il y a eu un procès, les femmes ont fait beaucoup de tapage, heureusement, et elle a eu un asile. Il y a aussi, en 2020, la Ligue a porté un problème de ce genre. Il y a une petite fille, 11, 13, je ne sais plus trop, mais dans cet intervalle d'âge-là, qui a tué son mari. C'était à Bobo, tout près là. À Bobo. Voilà. Et on l'avait arrêté, on a mobilisé... 2-3 personnes, on a mobilisé une avocate qui a fait tout et la fille a été libérée. Ah, donc le procès, c'est contre les filles qui tuent leur mari, c'est pas les parents, comme on l'a vu dans le documentaire. Voilà. C'est ça, en fait, que je demande. C'est-à-dire qu'en gros, ça arrive devant la justice à partir du moment où il y a un meurtre. Voilà, c'est récurrent lorsqu'il y a un meurtre. Mais contre les parents, c'est vraiment difficile parce que les filles ne parlent pas. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire un procès, il faudrait qu'il y ait un plaignant. Et en deux... Ouais. Vas-y. Il a eu qu'une seule année. Un an de prison. C'est grave, parce qu'après, c'est comme si c'était... Ouais, parce que de 1 à 5 ans, on leur donne le minimum, qui est 1 an. Pour un crime de la sorte, c'est vraiment minime. En fait, pour appuyer aussi ce qu'elle dit, c'est un peu dommage, parce que toutes ces situations, on les croise tous les jours, personnellement. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai même contacté, je n'étais pas tellement en place, j'ai même contacté mes collègues de la Ligue pour un cas de mariage forcé. Tous les jours, il y en a. On croise cette situation tous les jours. Mais tant qu'il n'y a pas de victimes, si on n'a pas tué quelqu'un là, ça ne fait pas bruit là. On a l'impression qu'il n'y a pas de souci. Mais dès que ça fait un bruit net, qu'il y a un meurtre, c'est là maintenant, on va dire non, que la fille, elle avait mal fait. Et ça, encore, si c'est elle qui a tué le monsieur, c'est là maintenant, on voit qu'il y a danger. Maintenant, si c'est pas, on ne peut dire pas maladresse, mais si le mal est arrivé, que c'est la fille qui meurt, c'est là les parents prennent conscience. Et Dieu, donc notre enfant avait raison. Parce que si elle a la possibilité de fuir, c'est la mère qui va lui dire, il faut te retourner parce que tu es en train de gâter mon nom. Tu es en train de gâter mon nom. Elle, c'est son nom qu'on gâte, mais elle ne voit pas la vie de la fille, la souffrance. Elle est tout aussi une victime, la dame. Voilà. Elle est victime de son éducation aussi. Voilà. Donc, tu vois, c'est un peu difficile. Nous, on attend forcément que le pire
arrive pour savoir que c'est un danger, c'est un mal que nous faisons à la fille que nous marions plus tôt, qui n'a pas donné son point de vue. Est-ce que vous avez connu justement des cas de suicide de jeunes filles qui sont décédées suite à un mariage forcé? Vous avez connu cette expérience-là de filles? C'est vrai que aujourd'hui, moi personnellement, pas de suicide, mais la petite a fui. La fugue. 2 ou 3 cas au niveau de mon organisation, qui a fait vraiment une fugue. Comme on l'a dit, tant que la personne ne s'est pas plainte, c'est vrai qu'elle savait qu'on le faisait au niveau de notre organisation, on pouvait donc l'aider. Elle est venue, elle a pleuré, et puis c'est sa tante même qui l'a envoyée d'ailleurs. Nous, on ne va pas dire que c'est sa tante qui l'a envoyée, on ne va pas exposer cette tante-là, parce que dans sa famille, la famille va aller donc poursuivre cette tante-là. Donc la petite est restée quand même avec nous pendant 2 jours, mais finalement, qu'est-ce que nous on peut faire? Tant qu'elle ne nous dit pas, allez-y voir les autorités sécuritaires. Elle est repartie. Voilà, elle est repartie. Et là-bas encore, c'est devenu pire. Bon, je ne vais pas donner les conseils qu'on a donnés, mais quand même, finalement, la petite était obligée donc de faire une fugue. Elle est partie. 3 ans après, elle revient, mais il faut voir sa maman qui ouvre sa bouche avec ses dents. Son papa aussi qui est tout heureux. Parce qu'elle a fui, elle est allée quelque part où vraiment aujourd'hui, elle a bravé l'école. Voilà, elle a bravé vraiment l'école. Elle a travaillé, elle a eu quelque chose. C'était difficile, mais quand elle est arrivée dans la famille, le papa est fier de dire « voici ma fille ». Je l'ai demandé, c'est ta fille qui est sûre. Il y a beaucoup d'ignorance en réalité. Voilà, au fait, il y a tout ça. C'est vraiment difficile. Qu'est-ce que ces jeunes filles que vous rencontrez, avec lesquelles vous êtes en contact, vous racontent de leur quotidien? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles subissent souvent dans les mariages avec des hommes plus âgés, qu'elles n'ont pas voulu épouser, évidemment? Elles sont violées, battues. Et voilà, c'est leur quotidien. La bastonnade, le viol. Et malheureusement, elles ne peuvent pas parler. Souvent insultées, donc violence physique. Morale, elles vivent en fait l'enfer. Et puis elles ne peuvent pas parler. Là, c'est encore plus grave. Est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'on peut supposer le fait que plus la fille est jeune, plus elle va être sujette à ce type d'abus dans un mariage parce qu'elle n'a pas la personnalité, la force, la confiance pour se défendre? L'âge compte, j'imagine, dans la soumission. Ce n'est pas forcément le problème de l'âge. D'accord. C'est la peur. Elle ne sait pas où aller. Je vais aller auprès de qui? Et d'ailleurs, même la première personne à qui j'ai parlé de ma souffrance que j'ai subie, elle me dit non, que je mens. Et ce que je dis, c'est faux. Personne ne la croit. Oh, tu mens. Le monsieur, il s'occupe de toi ici. Nous, on voit ça ici. Oh, il fait l'apparence devant tout le monde. Mais lorsqu'il rentre dedans, ce n'est pas ça. Au fait, ce n'est pas ça. Il lui dit des choses. En plus de ça, même si comme tu avais même pris la jeune fille de façon précoce et qu'elle c'était la seule, c'était bon. Moi, je connais l'histoire d'une autre aussi, qui malheureusement, le jeune l'a pris à l'âge de 16 ans. Mais il est âgé, il a quelque chose de 40 ans. Elle a 16 ans, lui, il a 40 ans. Mais sans compter qu'il y a encore d'autres femmes avec... Il prend d'autres filles, voilà, pour coucher chaque fois. Elle va dire quoi? Quand elle parle, il la frappe bien. Il dit, ferme ta bouche. Et alors, ce problème-là aussi, c'est le manque de protection. Le manque de protection. Elle va aller où? Et donc, moi, je veux qu'on parle un peu des conséquences réelles que ça a sur les filles. Parce que ça va au-delà même du côté psychologique. Parce que quand tu te maries forcément, tu ne vas plus à l'école. Tu es déscolarisé parce que tu dois faire des enfants. Donc, tu as des grossesses précoces. Et tu peux mourir parce que si tu prends une grossesse à 14 ans. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu des conséquences de tout ce que ça représente pour... D'accord. Au niveau économique, on a une femme qui ne sera pas autonome. Nous sommes au XXIe siècle et on sait ce que ça représente, en fait. Et, une femme qui n'ira pas à l'école, et donc, côté ouverture d'esprit, elle ne pourra pas, en fait, se débattre dans la vie, donner son avis. Et donc, on a un avenir comme ça gâché. Peut-être qu'elle a des ambitions, être peut-être une femme politique, siéger à l'Assemblée nationale et décider, voter des lois et tout. Mais elle a un avenir qui est gâché comme ça. Et donc, on perd ainsi une compétence dans la société. Et donc, ça n'agit pas seulement sur ces filles-là. Parce que les femmes font presque la moitié de la population. Et donc, si on a une moitié qui est handicapée, on voit qu'on n'ira pas au développement. Et justement, ces femmes... On va partir en pub, je suis vraiment désolée de vous couper, mais c'est le moment, il faut y aller. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite.
Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission préférée Les femmes d'ici et aujourd'hui on parle de mariage forcé. Nous sommes avec Irad Bazalé et Marie-Paul Okri, désolée. Alors tout à l'heure avant de partir en pub on parlait des conséquences que le mariage forcé, surtout le mariage précoce, peut avoir sur les jeunes filles. D'accord. Elle disait quelque chose. Oui, je disais que sur le plan économique, pour la fille et pour le pays, c'était handicapant. Ouais. Et aussi sur le plan de la santé, on a des grossesses non désirées. Et surtout qu'elles sont petites, il y a une difficulté à l'accouchement. Ensuite, on a des risques de maladies, des infections, le VIH, SIDA, parce que ces hommes-là ne sont pas forcément fidèles. Voilà. Et donc, il y a tellement de conséquences sur ces jeunes filles qui n'ont rien demandé. Mais elles sont victimes de l'éducation de leurs parents, de la conception populaire qui dit qu'une femme doit se marier, sinon c'est pas vraiment ça. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Au fait, moi quand je... Les conséquences là. Donc... Il y en a trop. Il y en a tellement. Ouais. Imagine. D'abord, je vais aller commencer avec la petite, peut-être de 14 ans, 15 ans, qu'on marie forcément. Donc, elle ne sait rien de ce que c'est que la sexualité. Ouais. Il a monsieur, quand il apprend, il a croisé sa bête. Franchement. Sa bête. Donc, chaque jour, à n'importe quel moment, au fait, $100. Donc, elle se dit quoi? Si demain, elle a pu fuir, elle ne peut plus aujourd'hui avoir facilement un homme. C'est qu'elle va refuser les contacts d'un homme. Parce qu'elle est traumatisée. Elle se dit que c'est comme ça que ça s'est fait. Donc déjà, elle va être... on dira qu'elle va donc se blottir sur elle-même et ça sera vraiment difficile. Même si demain, elle a trouvé quelqu'un qui sera bien pour elle, il aura du travail à faire. Et si elle a encore eu le courage d'expliquer son passé à celui-ci, au moins il aura le temps de pouvoir travailler avec elle, l'aider. Hein? En tout cas, voir tout ce qu'il peut faire autour. Il doit savoir que c'est un processus en matière d'amour. Il faut quand même prendre le temps d'inviter la personne à aller quelque part, trouver les mots juste qu'il faut pour l'apaiser. Donc elle ne va pas connaître ça et puis elle va vraiment endosser cela. C'est toute une souffrance dans tout son corps, ça c'est quelque chose de mauvais. Et en même temps, comme conséquence, quand tu lui vas prendre la fille, en même temps, il ne connaît pas un planning familial, hein, parce que dès qu'elle est enceinte, et puis c'est l'objectif. Quand il marie la fille, très rapidement, il faut l'enceinter. Donc les 3 premiers jours, là, tous les jours, elle est dedans. Tous les jours, elle est dedans. Paf, une semaine après, elle se voit enceinte. Elle accouche, lui ne connaît pas. 3 mois où on doit attendre là, ce que nous les Akans on fait là, lui ne connaît pas ça. Il va aller dans le système, même 45 jours là, il va même pas avoir le temps de réfléchir à tout ça là. Parce que quand lui veut, il va pouvoir le faire parce qu'elle est petite. Il n'y a pas de planning familial. Donc, en espace de 1 an, elle va se retrouver avec une grossesse, un enfant plus une grossesse déjà qui se prépare. Vous voyez ça? En moins de 5 ans, elle va se taper avec au moins 7 enfants. Mais je n'ai pas dit le nom de celle que je suis en train de parler pour le moment, mais de toute façon, j'ai dit à sa maman que je vais parler de ça. Je ne vais pas dire le nom de ta fille, parce qu'elle va suivre l'émission. Je lui ai dit, ton problème là, c'est de ça que je m'en vais parler là-bas. Madame, elle dit, tanti, il faut partir par là. Oui. Moi, j'ai déjà encaissé. Ma fille a déjà encaissé ça. Mais il faut parler pour les autres. Alors, justement, Annie, en parlant de filles, est-ce que ces filles qui sont mariées de force, très jeunes, en grandissant, est-ce qu'elles reproduisent justement ce système-là sur leurs propres filles? Est-ce que ça ne devient pas finalement une spirale infernale ou est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête? Ce qui est bien dans ça, bon, pour l'expérience de celle que moi j'ai, je n'ai pas vu que ça réagit sur elle. Mais elle comprend que plus tard, que c'est quelque chose qui n'était pas vraiment bien. Donc, au contraire, elle ne souhaiterait même pas que ça arrive à ses enfants. À ses enfants, lui, à même aux voisins d'à côté. Sont pas finalement et puis, ce sont des bonnes conseillères, parce qu'elles ont l'expérience. Elles ont vécu cela, donc elles sont des très bonnes conseillères. Quand tu fais quelque chose, elle dit, ma soeur, façon que tes parents commencent à... Moi-même, c'est ce qu'ils ont fait pour moi. Donc, je suis en train de te dire que c'est la vérité qui est là. Mais je pense que ce sont vraiment de bonnes conseillères. Je pense aussi que ça dépend de l'environnement. Exactement, oui. La dame qui est peut-être à Biancoumont là-bas et tout, elle va vouloir reproduire ça sur sa fille. Elle ne connaît que ça. Oui, voilà. C'est donc c'est dommage. Et elle prépare sa fille à un futur mariage, elle est heureuse, tout. Sa fille va se marier
comme elles. Au début, elles disent, au début, je ne l'aimais pas et après, je l'ai mis. Oui, on entend souvent ces discours-là. L'amour vient après, pendant le mariage. Juste parce que ça m'intrigue, elle en est où, cette jeune fille dont vous parliez, qui a eu 7 enfants en 5 ans? Vous voulez? Juste où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Elle est toujours dans le mariage. Elle est toujours dans le mariage. Non, malheureusement. Au fait, heureusement. Oui, autant pour moi. Elle est sortie de ce mariage. Autant pour moi, mais un peu plus tard, parce que quand même un peu plus tard. Elle a eu 7 enfants parce qu'elle a fait jumeaux. D'accord. Voilà, elle a fait des jumeaux. Et première grossesse, jumeaux en même temps. Et le monsieur n'a pas laissé. Aujourd'hui, elle se retrouve à 22 ans. Avec 5 ans. À 22 ans, quand même, c'est trop. C'est beaucoup. Voilà, 22 ans. Et puis, elle n'a pas encore, pour le moment, ses enfants sont là, mais elle n'a pas cherché à être avec quelqu'un. Oui, elle se dit qu'elle va se battre pour s'occuper de ses enfants seulement. Voilà. Oh, là, c'est quand même un homme, c'est à cet âge-là qu'en principe, elle doit pouvoir faire sa découverte, marier, avoir son homme, faire ses enfants. Oh, sa vie est cachée de l'autre côté. Les études parce qu'elle n'a pas continué les études, mais quand même, bon, pour être quand même auprès quand même des enseignantes. On l'a appris quand même l'alphabétisation. Voilà, elle a fait ça. Bon, elle s'est jetée dans le commerce, elle se débrouille un peu. Elle est juste dans sa petite maison. Bon. Je ne veux pas dire quelque chose sur le plateau pour dire que j'ai souhaité la mort de la personne, mais au moins, ça fait 6 mois que le monsieur est décédé. Bon, il ne faut pas vous chercher des histoires alors. Je ne veux pas chercher. Non, je dis, je ne vais pas chercher par là. Parlons solution. Comment est-ce que vous aidez ces jeunes filles qui sont dans ces mariages-là? Vous avez parlé de fugues, vous avez parlé de filles qui viennent vers vous, vous avez parlé de procès. Donnez-nous des cas pratiques, des solutions pour que peut-être ces jeunes filles qui sont dans ces mariages-là sachent qu'il y a des dames qui sont très fortes et qui vraiment peuvent les aider. Chez nous, déjà, on commence avec les sensibilisations. Parce que lorsqu'elles entendent et elles viennent vers nous, on les aide à faire des formations. Parce qu'il faudrait qu'elles soient autonomes. Des formations qui les font prendre en estime. Ah, je suis une personne, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'aller de l'avant. Et donc, elles font des formations pour l'estime de soi et tout. Et aussi des formations pour être autonomes. Et donc, des formations en agroalimentaire, des formations en entrepreneuriat, dans le commerce et tout. Et elles arrivent à se prendre en charge. Voilà. Et aussi comme solution, vous avez parlé de solution, là on cherche à croiser les chefs coutumiers. En fait, les lois sont là. On a maintenant l'article 439 qui punit en fait le mariage forcé. Mais la loi est là, il faut porter plainte, il faut signaler, il faut dénoncer. Malheureusement, avec les coutumes, les pesanteurs... C'est le silence. Voilà, le silence surtout. Et donc, pour briser ce silence, il faut aller à la source. Et la source, ce sont les chefs coutumiers. Il faut leur faire prendre conscience du réel danger qu'ils font courir à ces filles-là, du fait qu'ils, quand même, bloquent le processus de développement, parce que c'est pratiquement la moitié de la population qu'ils sont entrés handicapés comme ça. C'est vrai. Voilà. Donc, formation, sensibilisation sont les 2 maîtres mots de la solution. Est-ce que vous avez des centres d'accueil également pour ces jeunes filles qui veulent fuir et qui veulent venir... On va parler des centres d'accueil ici encore. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident. Il n'y a pas de centre d'accueil. C'est pas du tout évident. Et je pense que c'est ce qui rend ce problème-là très, très compliqué. Parce que les filles, là, la personne qui doit les protéger, ce sont leurs parents. Elles ont 12 ans, 13 ans. Elle va fuguer pour aller où? C'est ça, en fait, le problème. D'un moment, elles repartent. Au fait, c'est un peu... C'est de ça que nous sommes en train de parler tout à l'heure. Effectivement, je l'ai dit, chez moi, il peut faire 2 jours parce que quand même, j'ai un grand siège. Mais c'est pour combien de temps? Je ne pourrais pas assumer cette responsabilité parce que surtout qu'elle n'a pas dénoncé. On va me dire non que j'ai kidnappé l'enfant de quelqu'un pour mettre... Légalement aussi, il y a le côté loi aussi qu'il faut... Après, la maman même va venir dire pardon. Mon nom va être gâté au village. Mes parents vont me déshériter. Voilà, ils vont me dire vraiment. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment difficile. C'est délicat. Mais tout ce qu'on peut faire, comme elle l'a dit, c'est les sensibilisations. Aujourd'hui,
Je connais l'histoire de 2 ou 3. Je les ai appelés pour leur dire, écoutez, les femmes d'ici, c'est de vous, je m'en vais parler là-bas. Votre problème là, au fait, c'est ça. Et vous remerciez au passage parce que c'est cette lucane que vous nous donnez, cette opportunité de parler à ces émissions-là pour que les gens puissent comprendre. Saisir l'opportunité pour dire, ah tiens, il y a telle situation. Et nous, on ne fait que référer. L'Ivoirien, on n'a pas cette culture de dénoncer. Ouais, c'est vrai, ça, si tu fais son appel à ça y est. On dit, tu es papato, tu es détruire les gens. Tu veux faire du mal aux gens. Mais pourtant, on oublie le mal qu'on a fait à la personne. Quand la personne va aller se tuer, ça va dire, si on savait. En tout cas, nous, on prend le temps vraiment de chaque fois interpeller les gens. Et puis, bon, comme les organisations de la société civile, on se connaît quand même aussi. Donc, quand il y a telle situation, on sait que nous, on va faire quand même l'écoute, on va écouter la personne, tout. On va donc la référer auprès de telle ou telle personne. En tout cas, là, au passage, il faut remercier vraiment, je ne sais pas si je peux le dire, l'association des femmes juristes, avec lesquelles nous travaillons beaucoup. Voilà. Donc, quand il y a ce genre de situation, voilà, on les dit, c'est un peu tout, hein, que ça soit, c'est chez nous, en fait. Parce que ça soit problème de vol, nous, on avait une que le monsieur a violée, finalement, on a forcé à la marier en même temps. Toi, tu l'as violée, tu voulais faire l'expérience. Quand la quelqu'un te dit non, que je veux faire l'expérience de découvrir la première fois une fille qui n'a pas connu un homme, tu vois que ça fait mal. Donc, quand tu as fait l'expérience là, qui va faire deuxième le reste là? Donc, il faut t'occuper de ça en même temps. Non, mais c'est... Voilà. Tu vois, quand c'est comme ça, c'est méchant. C'est pas bien. Donc, il y a tous ces trucs-là. Donc, on essaye de parler quand même sur les plateaux de radio. Tout ça, c'est la sensibilisation. On appelle quand même les parents de ces personnes. On a réussi quand même, nous, de mener une activité où ces différents parents qui ont forcé les enfants au mariage, on a cherché 10 personnes. Bon, il y a quand même 6 qui sont venus avec lesquels nous avons vraiment échangé pour leur dire, ah voilà, ils reconnaissent au fait. Finalement, pour ceux que ça a réussi, tant mieux. Mais pour celles qui n'ont pas réussi, où la petite a fait une fugue ou bien une telle situation, bon, aujourd'hui, ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait. Donc là, je l'ai dit, ils sont plus ou moins vraiment des bons conseillers. Quand on entend une telle situation, vraiment, on dit, ce sont les premiers mains qu'on met devant pour aller aussi parler de ça. Mais... Marie-Paul, vous voulez dire quelque chose? Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris. Elle a dit qu'il y a un monsieur qui a violé une fille et ils l'ont forcé à la marier. Là, c'est encore plus grave. Épouser son bourreau, son violeur, c'est encore plus grave. Je ne dédie pas, c'est exactement ce que j'ai dit. Oui. Mais à la suite, quand même, parce que c'est quand même un travail qui a été fait. C'était une jeune fille de 17 ans. C'était un travail vraiment qui a été fait où finalement... ils se sont vraiment attendus, voilà. Aimés, voilà, c'est de ça que je sont mariés. Voilà. Alors donc, ils se sont aimés, c'est ça? C'est pas les parents qui ont forcé la fille à l'épouser. Non, c'est pas les parents qui ont forcé la fille. Je voulais vraiment préciser cela aussi. D'accord. Voilà. Donc, le jeune, il se disait qu'il appréciait vraiment la fille. Elle n'a pas voulu. Et puis bon, je ne vais pas parler de... Il aurait dû être en prison. Voilà, exactement. Malheureusement, ils n'ont pas vite dit aussi. Voilà, ils n'ont pas vite dit. C'est après qu'on a su ça. Et puis bon, ils se sont aimés. Voilà, ce n'était pas forcément le bel exemple. Mais voici un cas que je voulais dire. Mais je veux revenir sur un point rapide de Marie-Paul, parce qu'après, elle a mentionné les chefs coutumiers. Je veux rajouter les chefs religieux, les imams, les prêtres. Parce qu'après, dans le cadre légal, ces mariages-là ne sont pas autorisés. Donc c'est eux-là même qui célèbrent ces mariages-là, qui leur donnent cette la légitimité. Pourtant, s'ils arrêtent, ça n'existe plus. Tu n'es pas techniquement marié vu que personne n'a voulu célébrer le mariage. Et donc, je pense que les chefs coutumiers, religieux et tous ceux-mêmes qui célèbrent ces mariages-là doivent être sensibilisés et poursuivis aussi. Ils sont poursuivis. On doit les pousser. L'article 39 le prévoit. Alors, juste, il nous reste pas beaucoup de temps, mais la question que je me pose aussi, c'est est-ce que, du coup, il y a un maillon de la chaîne qui manque, on a l'impression, vu que quand il n'y a pas de plainte, il n'y a pas vraiment de procès qui a lieu. Et je sais que vous allez vers la source en allant vers les chefs traditionnels. Mais qu'est-ce qu'il faudrait peut-être au niveau des politiques publiques pour qu'il y ait un réel changement en termes de système, en termes de... Il faut éviter l'esprit de traiter tout à l'amiable. D'accord. Voilà. Il faut punir. Oui. Il y a eu une loi pour ça, il faut punir. Chez nous, on ne punit pas. C'est vraiment dommage. On ne punit pas. Et même si on a créé l'exemple, et sévèrement. On le fait devant tous comme ça, mais après, tu te rends compte que la personne est sortie. Et lui-même vient se mettre devant toi. Pour dire que voilà ce que j'ai fait, je suis encore là. Il faut te tromper encore. Quand c'est comme ça, on a peur. Vous voyez. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il faut vraiment punir les coupables.
Voilà. Et puis, bon, nous qui sommes là, derrière, si la personne ne peut pas, bon, vraiment, il faut dénoncer. Et puis, voilà, les autorités compétentes. Parce que c'est ça aussi, il faut saisir le ministère de la Famille. Ouais. C'est ça, c'est vrai que c'est cette reproche que souvent, ils le disent. Ah, s'il y a telle situation, dénoncez. Venez vers nous. Et puis, nous sommes l'État. Au fait, c'est un peu ça. Ouais. Nous sommes l'État. On va se charger d'aller vers ces personnes-là. Voilà. D'accord. Marie-Paul, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on termine avec vous? Oui, bien sûr. Il faut punir. Les lois sont là. Malheureusement, souvent, la justice même veut régler à l'amiable. C'est une affaire de famille. Il faut retourner en famille pour pouvoir régler. Et donc, moi, là, je dis aux policiers, aux gendarmes, pour régler les problèmes à l'amiable, on n'a pas besoin d'aller à la police. Le pape est là, les pasteurs sont là et tout. On n'ira pas vers eux. Donc, il faudrait qu'ils fassent le travail. Voilà. D'accord, mais c'est sur ça qu'on va conclure. Il faut que les gens fassent leur travail, il faut qu'on dénonce, il faut que les gens soient punis sévèrement. Et comme utiliser aussi surtout les réseaux sociaux, ça aide énormément. On a beaucoup réussi avec les réseaux. Oui, j'imagine. Aujourd'hui, tout est en train de changer. Merci beaucoup à toutes les deux, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Comme on a dit là, vous assurez. Alors on se retrouve, merci beaucoup. On se retrouve, chers téléspectateurs, tout juste après cette page pub. D'accord, merci. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, dans la troisième partie de cette émission. Alors, on change un petit peu de registre, n'est-ce pas Aurélie? Et oui, comme chaque semaine, nous vous donnons, on va dire, des conseils pour développer votre business. Et aujourd'hui, Afou va nous parler, on va dire, de l'importance du réseautage, quelque chose de très important en tout cas. C'est dans la rubrique Parlons Business, tout de suite. Hello les filles. Donc, comme Aurélie l'a si bien dit, aujourd'hui, on va parler de l'importance du réseautage. Et pourquoi est-ce que ce sujet est très important et revient très souvent? C'est parce que ça permet d'avoir accès à certaines opportunités, ça permet de connaître des personnes qui peuvent, dans le futur, vous aider ou même vous conseiller. Et surtout, c'est de créer maintenant un réseau de personnes que tu peux activer à tout point de ta vie pour des conseils ou même pour des services où tu peux créer des liens ou tisser des liens d'amitié avec ces personnes. Et donc, la première des choses, et c'est une étude qui a été faite quand je faisais mon MBA, et qui est tellement importante, et tu réalises que vraiment, c'est tout, quoi, le réseau. Et c'est une étude qui parle des 7 degrés de séparation. C'est-à-dire, en toi et toute personne que tu veux contacter, il y a seulement 7 personnes qui vous séparent. Dans le monde. Dans le monde. Et donc, par exemple, on vise quelqu'un de super inaccessible. On prend, par exemple, Michelle Obama. OK? Oui, d'accord. Tu regardes, on était dans une salle, il y a 7 personnes entre moi et Michelle Obama. Ouais. Donc, le plus de personnes que je connais, le plus de chances j'ai d'avoir le numéro de téléphone de Michelle Obama. Et on l'a testé. On était 100. Oui, on était 100 dans la salle. Les gens ont lancé des noms de ouf, comme par exemple Beyoncé. Et il y a une personne qui a levé sa main facilement et dit oui, qu'elle connaît le manager et même la styliste de Beyoncé. Donc, ça veut dire si je suis amie avec cette personne, je connais maintenant le styliste et je connais Beyoncé. Je peux avoir le... Donc, il y avait à peine 3 personnes. Et ils ont listé tellement de personnes où c'était des personnes dans la salle et c'était vraiment 2 degrés, 4 degrés. Donc, c'est vraiment dans les cas même extrêmes que tu peux arriver à 7 degrés. Vous voyez, donc, bientôt, j'aurai le numéro de... Qui a le numéro de George Clooney ici, s'il vous plaît? Denzel, non? Denzel, ouais. Ici, là, on n'a pas encore exploré notre réseau. Exactement, on doit réfléchir, on doit prendre ça à notre réseau. Et donc, c'est de là va l'importance. Et maintenant, je viens dans un cas plus pratique, plus concret. Quand on parle de travail, la plupart du temps, on passe beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Et donc, tu veux une personne que tu connais la plupart du temps ou bien même que tu peux bien t'entendre avec cette personne-là. Donc, en dehors des compétences, il y a ce volet social-là qui est très important. Et il y a ce qu'on appelle, disons, le marché caché du travail, où avant même que, disons, ce soit posté, on pense déjà à une personne. Et pourquoi on pense à ces personnes-là? C'est parce qu'on les connaît déjà. Et pourquoi même, là, il y a une autre partie, il y a des personnes même que tu ne connais pas, mais dès que je pense journaliste, par exemple, je visualise Anne et tout, parce qu'elles ont une certaine visibilité. Et donc, c'est de se donner cette visibilité-là, ou même si ce n'est pas un network physique, il y a un network, disons, social qui est là à travers les réseaux sociaux. Et donc, maintenant, même avec les réseaux sociaux, il y a 2 types de network que tu peux avoir.
Donc, il y a ton network physique qui te connaissent, que vous communiquez en dehors des réseaux. Et il y a ton network sur les réseaux. Quand je pense à une actrice, avant même de te connaître, je peux dire, voilà, Kadi, qui a son contact. Maintenant, comment networker, comment rencontrer toutes ces personnes-là? Moi, la chose que je recommande, et ça, je le fais depuis une dizaine, quinzaine d'années, c'est d'aller dans des événements qui vont dans les lignes de votre intérêt. Par exemple, tu t'intéresses à la finance, toutes les conférences sur la finance. Moi, je vois, et puis il faut suivre aussi des pages qui parlent de ça, il faut suivre des personnes et tout. Tu y vas. Et là, tu rencontres des personnes qui évoluent dans le milieu dans lequel tu voudrais évoluer. Et c'est pas forcément essayer de parler à la panéliste ou bien au DG de l'entreprise. C'est la personne qui est assise à côté de toi, qui vient d'avoir un stage, qui peut te dire comment il a fait. C'est la personne en face de toi, qui est par exemple l'assistante de ce DG qui est en train de parler. C'est vraiment essayer de parler à toute personne. Mais après, vous devez réaliser que le réseautage, c'est du temps. Non seulement votre temps que vous allez investir pour aller dans cet événement, mais le temps de la personne qui vous parle. Et donc, c'est important d'être sociable, de créer un lien et de faire vos recherches. Moi, les personnes qui viennent de me parler, qui n'ont aucune idée de ce que je fais, qui ne savent pas, qui ne sont pas forcément sociables, souriantes, ou même qui n'ont aucun intérêt de la chose, je ne vais pas forcément perdre mon temps et leur parler. Et donc, c'est de faire ces recherches-là, justement, et être préparé. Et justement, et venir vers moi. Et ce n'est pas tout le temps, il faut demander immédiatement. Il faut commencer par tisser un lien, montrer que voilà, tu as de l'ambition, tu veux quelque chose et on discute. C'est une discussion ouverte. Et de la même manière, tu te dis, OK, ça m'intéresse d'avoir un stage en finance. Tu peux par exemple dire, mais j'adore l'organisation de conférences, donc si vous en organisez, je peux vous aider. Donc immédiatement dans ma tête, cette jeune fille peut être bénévole. Et voilà, on essaie d'échanger. Et aussi, il faut éviter de demander le numéro des gens. Moi, par exemple, c'est quelque chose, pour moi, c'est un off. Le numéro, c'est très privé. On ne se connaît pas, on a une conférence. L'email, je donne toujours. Parce que ça me donne vraiment ce droit-là de répondre. Et puis, l'email est toujours très précis. Quand tu me donnes mon numéro de téléphone, tu vas m'appeler pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je ne te connais pas. Donc, essayez de trouver les moyens. Quand vous avez déjà peut-être tissé ce lien-là, le numéro, c'est la deuxième étape. Mais l'email, le LinkedIn, les profils et tout, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes. Ça a du sens. Alors, moi, tu sais, je sais que le networking, c'est important. On était à Harvard en même temps. Et j'en ai pas beaucoup fait. Moi, j'en faisais tout le temps. Toi, t'en faisais tout le temps. Et alors, moi, ce qui m'a toujours un petit peu rendue un peu réticente, c'est que j'ai pas envie de donner l'impression d'être opportuniste. Surtout quand tu es dans un endroit justement comme Harvard où tout le monde est un peu quelqu'un, ou du moins se donne l'impression d'être le genre de je suis quelqu'un. C'est vraiment pas je vais pas approcher quelqu'un dans l'intérêt du networking. Donc comment on fait ça naturellement et comment faire la distinction entre le networking et l'opportunisme? C'est pas moi, c'est vraiment ici que j'entends beaucoup ça. Cette personne est opportuniste, justement. Les francophones, les anglophones savent faire ça. Je vous dis qu'aucune relation n'est forcée. Donc, si vous voyez que quelqu'un vous donne de son temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour cette personne. Et si ce n'est même pas quelque chose de matériel, c'est peut-être même qu'ils apprécient votre compagnie. Et c'est ce que vous devez voir, au fait. Parce que moi, à un moment donné, je discutais avec certains vraiment présidents d'associations qui ont tellement de choses dans leur budget. En ce temps-là, j'étais une élève à l'université et pas plus. Mais après, il y a un qui m'a vraiment répondu, qui a dit non, je pense que tu as un potentiel, tu as quelque chose et je suis curieux et je veux bien continuer. Donc, il ne faut jamais penser que parce que cette personne est super haut placée et tout, et que toi, tu n'es qu'une élève ou bien une assistante, que tu es opportuniste à parler avec la personne. Non, quand tu prends ton temps, tu parles avec ta copine là. C'est le même temps que tu prends pour parler avec la personne. Donc, ça va dans les deux sens. Par contre, mon problème, c'est peut-être le contraire. Je suis tout de suite open, j'arrive tout de suite à faire les relations et tout ça. Et peut-être parce que, je sais pas, les gens viennent à moi facilement et je vais aux autres facilement. Mais mon problème, c'est que quand j'ai fini d'avoir peut-être ce que je veux ou bien on a fini de causer, j'arrive plus à maintenir les relations ou bien genre... Je sais pas en fait comment faire ça. Tu viens à mon dernier point. Et c'est les personnes, et ça c'est le problème de personnes comme nous, donc opposées à Anan, qui ont énormément de personnes dans notre réseau, qu'on a connues au fil des années. Et le problème du réseau, surtout quand il est large, c'est pas de l'activer ou bien de tout le temps être en train de demander des choses. C'est de vraiment maintenir ce réseau-là pour que ton esprit ou bien ton nom vienne dans leur tête dès qu'il y a une opportunité. Et donc, là, il y a 2-3 manières que je le fais, et j'ai des astuces pour vous. La première des choses, c'est autour des fêtes. Si vous pouvez, vous avez cette relation, leur anniversaire et tout, envoyez un petit message, joyeux anniversaire. Mais un truc vraiment qui est très global et que tu peux envoyer même à 200 personnes dans ton réseau, c'est les meilleurs vœux. Quand c'est l'année, mais pas juste bonne année. Moi, je fais toujours une update. C'est-à-dire, voici où j'en suis dans ma vie. Par exemple, on s'est connus il y a 3 ans et tout. Voilà, j'ai fini, j'ai gradué, j'ai fondé mon cabinet, je travaille ici en développement et tout. Et toi, comment va la famille? Comment ça se passe?
donnez-moi une update. Donc, tu leur dis où tu en es, ils ont vu un peu l'évolution depuis l'année précédente, et maintenant, ils peuvent te répondre, et puis juste dire bonne année, et puis ils reçoivent des millions de bonnes années. C'est pas ça. C'est donner une update ici, une fois par an, ça suffit, au fait. Donc, ça, c'est une très bonne astuce. Mais tu sais, c'est que moi, j'ai une chance, c'est juste qu'effectivement, je fais pas de réseautage volontaire, mais après, j'ai un grand réseau. Hein. Oui. C'est juste, mais par contre, le faire dans un cadre particulier où je vais vers les gens pour réseauter, non. C'est vraiment purement spontané et purement, voilà, c'est parce que j'ai envie de discuter avec toi. Il faut aussi dire que peut-être que tu n'en as pas vraiment besoin là dans l'instant T, puisque tu n'as pas forcément un projet sur lequel tu veux développer et dans lequel tu voudrais avoir des personnes. Mais il y a des personnes qui en ont besoin, qui vont, des jeunes étudiants ou des jeunes stagiaires qui veulent effectivement se faire un réseau. Et c'est important justement de rencontrer, même moi dans le cadre de l'immobilier, il y a des choses que je ne loupe jamais, comme Archibact. Il y a un autre aussi, le FICA, parce que c'est le moment de rencontrer des personnes. Voilà, pour agrandir le réseau par exemple, le réseau de partenaires fiables, de prestataires, etc. Et souvent des clients potentiels. Souvent, c'est vraiment franchement... La dernière chose que je voulais ajouter, c'est que la plupart du temps, les gens disent que bon, si tu es extraverti, tu es beaucoup plus privilégié, tu arrives à réseauter plus facilement. Mais je veux dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, ce n'est qu'une excuse. Parce que si tu n'arrives pas, tu es plutôt timide, tu n'arrives pas à parler aux personnes en vrai, fais un réseau, essaie de vraiment développer ton image en ligne et puis d'envoyer les mails. Vraiment, tout n'est pas obligé de se faire en personne, au fait. Donc, il y a vraiment assez d'options au niveau réseautage. Donc, c'est vrai que si tu as, par exemple, une belle page LinkedIn, on t'approche. Tu attires beaucoup de personnes. Donc, voilà. C'est pas mal le type sur donner tes updates. Je fais jamais ça. Mais je vois des gens qui font ça. Chaque année, cette année, j'ai fait ci, ça. J'ai même fait des photoshoots avec sa famille. Non, mais c'est bien. Les gens adorent les enfants. Quand je mets Rima, mon update de 2018, quand j'ai envoyé la photo avec Rima, c'est l'update où j'ai eu le plus de réponses. Par contre, la question, c'est le update, il se fait comment? C'est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tu fais une photo ou tu mets sur ta page Facebook ou sur ton LinkedIn? Comment ça se passe, le update? Moi, je fais par mail. Donc, ce que je fais, c'est vraiment des personnes dans mon réseau que je connais et tout. Donc, je mets une photo, je dis, ah, OK, par exemple, en 2010, comme je disais, voilà, ma famille s'est agrandie, j'ai eu ce beau nouveau bébé, voici où j'en suis dans la vie. Je dis, c'est le mail qui a été le plus répondu au monde. Et comme ça, demain, si tu as besoin de quelque chose à demander à Paul, il va pas dire, ah, tu vois, c'est jamais de nouvelles. Et c'est surtout ça, c'est ça. Elle m'a envoyé la photo de... Voilà. Tu n'as pas la photo avec le bébé. Merci pour cette astuce. Elle est maligne, la fille. Et c'est pas si chronophage, parce que c'est rapide si tu l'envoies à tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup. Bon, allez, on va se retrouver juste après une courte page de pub, mesdames et messieurs. Surtout, vous ne bougez pas. À tout de suite. Retour sur le plateau des Femmes d'ici. Nous sommes à la fin de notre émission, mais on ne peut pas partir comme ça sans goûter un peu la nourriture, quoi. Ou bien. Donc la partie à vos tabliers tout de suite. Bon, on va partir à la découverte d'un mets. C'est des pâtes à l'italienne. Donc c'est pas très ivoirien. Non, pas du tout. Pas du tout. D'où la découverte. Les pâtes à l'italienne, on regarde. Bonjour, Laetitia Kwame, vous êtes au restaurant Mia Cucina. Aujourd'hui, je vais vous faire des pâtes à l'italienne. Suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons faire notre spécialité qui est la lasagne, qui est un plat italien fait à base de bolognaise et de pâte lasagne et béchamel, ainsi que de fromage. Et nous allons faire un plat un peu plus rapide qui est des tagliatelles à la sauce blanche accompagnées de crevettes fraîches. Alors bon, on a un peu de tout, de ce qui va nous servir à faire notre bolognaise, qui est la base de la lasagne. Pas beaucoup parce que la viande est déjà un petit peu grasse. On en a beaucoup plus que les autres parce que ça fait partie de la recette de base de la bolognaise. On va rajouter notre tomate. Bon, la bolognaise, c'est tomate et viande hachée. Pendant qu'on attend que notre bolognaise cuise, on va passer à la béchamel. On commence la béchamel par le beurre qui va fondre et on rajoute la farine. On va rajouter le lait. Et la farine va se dissiper en fait. On ne lavera plus. En attendant que ça chauffe légèrement,
On va assaisonner en même temps. Et voilà, nous avons maintenant nos plats qui sont prêts. Les 2 plats présentés aujourd'hui. Donc la tagliatelle aux crevettes avec sa sauce blanche et nos lasagnes qui sont toutes de prêtes. Alors maintenant, nous vous souhaitons bon appétit. Merci. En fait, quand j'ai dit on va goûter, je veux dire dans l'esprit. Voilà, c'est ça, dans l'esprit. Plaisir des yeux. Il y a des gens qui ont ouvert les yeux, vous dites non, on regarde juste, c'est tout. Oui, malheureusement, oui, c'est vrai que les pâtes, on ne peut pas les manger en plateau. Mais un jour, je vais vous concocter ça. Ah oui, c'est vrai, c'est de mes spécialités. Les lasagnes. Les lasagnes à la bolognaise, la lasagne au poulet, etc. J'aime beaucoup faire ça. Tous les jours. Alors, j'aime bien préparer, mais j'ai pas le temps. Du coup, je le fais pas souvent, mais quand je m'y mets, honnêtement, c'est... Mais c'est vrai, parce qu'elle m'a donné une recette un jour de salade que j'ai fait qui était très bien. Mais vous voyez, on a toujours des promesses sur ce plateau. Non, mais moi, j'ai envoyé de la nourriture une fois. Ah oui, non, moi, j'ai envoyé de la nourriture une fois. Tu as choisi le jour où je suis pas là, donc c'est que tu m'aimes pas. C'était très bon, n'est-ce pas, les filles? C'est vrai que toi, malheureusement, c'était très bon. C'était du chep, non? C'est ça. Je pensais que tu étais ma sœur Touré, mais je vois que clairement, c'est pas ça. Si, je suis ta sœur Touré. Ok, donc je vais remédier. Je vais faire pour toi. Alors, est-ce que vous aimez beaucoup les pâtes? Je peux vivre sans pâtes, vraiment. Ah ouais? Je suis bizarre. Moi, j'adore. Tu peux quoi? Vivre sans pâtes? Vivre sans pâtes. Ah bon? Mais quand je te dis vivre, c'est-à-dire tu me donnes jamais des pâtes de ma vie, c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup les pâtes. C'est bon, oui, mais j'aime trop les pâtes. Fromage manger un peu râpé de ou riz, parmesan. T'aimes pas non plus? J'adore. Moi, j'aime tout. Avec des crevettes et tout ça. J'ai déjà dit que j'aime pas quelque chose sur ce En plateau. tout cas, avec les crevettes, c'est trop bon. Ouais. après, c'est vrai que si la sauce est bonne, que le plat est bien fait, de toute façon, ça passe très bien. Ça passe. Alors, les filles, on est à la fin de notre émission. Et on va aller manger. Il est là. On va aller manger, on a faim. Donc, passez une très, très, très belle journée. Comme tous les jours, on se retrouve demain, même heure, même plateau. Bye.